J.D. Vance has been sent as the babysitter. J.D. Vance a été envoyé comme babysitter pour essentiellement contrôler Netanyahou sans exercer la moindre influence et pour être soumis à diverses humiliations rituelles. Je suppose que J.D. Vance n'a pas embrassé le mur cette fois, mais il a été envoyé en Israël pour subir ces humiliations. Et cela fait suite à l'initiative de paix emblématique de Trump pour 2025, qui devait lui valoir le prix Nobel et qui, à mon avis, n'ira pas bien loin. Comme je l'ai expliqué dans un monologue disponible sur la chaîne YouTube de The Grey Zone et sur tous nos réseaux sociaux, Israël viole le cessez-le-feu de manière flagrante, le jetant au visage de Trump, en commençant par de fausses affirmations selon lesquelles un bataillon des brigades Al-Qassam aurait attaqué des troupes israéliennes à Rafah, une zone complètement dépeuplée et détruite, où les brigades Al-Qassam et le Hamas n'ont en réalité aucune présence. Karat Higatok to Afraj. Ils ont utilisé cela comme prétexte pour bombarder la ville de Gaza, tuant des dizaines de personnes, et ils ont continué à tuer des gens à l'intérieur de la bande de Gaza. Nous avons vu combien de fois Israël a violé le cessez-le-feu au Liban, plus d'1 millier de fois. Historiquement, Israël a violé pratiquement tous les cessez-le-feu et armistices depuis 1949. Ainsi, J.D. Vance a d'abord été envoyé pour gérer cette prétendue initiative de paix. Et je pense qu'il a été humilié de diverses manières, à commencer par cette conférence de presse avec Netanyahou. Comment, Monsieur le Premier ministre, le personnel de sécurité turc entrera-t-il à Gaza? Eh bien, je veux être très clair. Vous savez, une semaine on dit qu'Israël contrôle les États-Unis, et la semaine suivante on dit que ce sont les États-Unis qui contrôlent Israël. C'est absurde. Nous avons un partenariat, une alliance de partenaires qui partagent des valeurs et des objectifs communs. Nous pouvons avoir des discussions, nous pouvons avoir des désaccords ici et là, mais dans l'ensemble, je dois dire que cette dernière année, nous avons été d'accord. Non seulement sur les objectifs, mais aussi sur la manière de les atteindre. Et je pense que nous les poursuivons avec succès. Nous avons pu faire deux choses. Mettre le couteau sous la gorge du Hamas, c'était la partie militaire. Oui, nous ne sommes que des partenaires. Vous pouvez voir ce que fait Netanyahou. J.D. Vance est censé représenter la base America First, qui a désormais compris qu'Israël exerce un contrôle total sur l'administration Trump. Et donc, il embrouille la question. Une semaine, ils disent qu'Israël est l'État client. La semaine suivante, ils disent que c'est les États-Unis. C'est complètement fou. Nous sommes simplement des partenaires parfaits. J.D. Vance connaît la réalité, mais il ne peut rien dire. Alors il sert essentiellement de figurant à Netanyahou pour exhiber cette réalité. C'est Netanyahou qui est là pour définir la relation. Et puis, alors que J.D. Vance se trouve en Israël, la Knesset, qui est sous le contrôle des éléments nationalistes religieux du Grand Israël, la véritable voix de la société israélienne juive, vote l'annexion de la Cisjordanie, ce qui formaliserait l'apartheid, une chose dont Israël serait fier. Et J.D. Vance doit maintenant affronter la réalité qu'Israël veut toute la terre. Oui, vas-y, on va le faire. Oui, oh oui. C'était juste un peu bizarre. Oh oui, c'était étrange. C'était vraiment étrange. J'étais un peu confus à ce sujet. J'ai en fait demandé à quelqu'un, et on m'a dit que c'était un vote symbolique. Un vote symbolique pour reconnaître ou annexer la Cisjordanie. Enfin, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était une manœuvre politique, sans aucune portée pratique. C'était purement symbolique. Enfin, écoutez, si c'était une manœuvre politique, c'était une manœuvre très stupide. Et personnellement, je le prends un peu comme une insulte. La Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. La politique de l'administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël. Cela restera notre politique. Et si certains veulent faire des votes symboliques, ils peuvent le faire.
mais nous n'en étions certainement pas satisfaits. Merci. La politique de l'administration Trump consiste essentiellement à permettre à Israël de prendre toutes les terres de Cisjordanie qu'il souhaite, à condition de ne pas appeler cela une annexion. C'est une distinction sans différence réelle. Et le soi-disant plan de paix de Trump, celui qu'il a promu en 2020, affirme ouvertement que tout accord de paix devra tenir compte des nouvelles réalités démographiques. Ce qui signifie en pratique qu'Israël a déjà pris toutes les terres de Cisjordanie qu'il voulait, y a construit des colonies illégales et les conserve. Son indignation ou son offense feinte est donc totalement hypocrite, puisqu'il soutient bel et bien l'annexion israélienne. Ce n'est tout simplement pas Israël qui dit qu'il va prendre chaque centimètre carré de terre en Cisjordanie. D'ailleurs, Israël fait cela tout le temps avec les politiciens américains en visite. Ils l'ont fait avec Blinken, ils l'ont fait avec Biden lorsqu'il était vice-président. Quand des politiciens américains viennent, ils font en réalité des choses similaires. Étendre les colonies, ou dans ce cas, déclarer leur intention d'annexer toute la Cisjordanie. Et pour revenir à Netanyahou, quand il parle de partenaires, je me demande vraiment sur quoi ils se sont mis d'accord sans que nous le sachions. Parce que vous savez, le récit courant veut que Trump ait ordonné à Netanyahou de se retirer de Gaza parce qu'il aurait voulu que ce génocide prenne enfin fin. Mais sur quoi se sont-ils mis d'accord que nous ignorons? Mon meilleur pari, c'est une nouvelle confrontation avec l'Iran, que Netanyahou a obtenu la bénédiction de Trump pour cela. Parce que je ne vois tout simplement pas Netanyahou décider d'abandonner le génocide juste parce que Donald Trump le lui dit. S'il s'agit de Netanyahou, il veut en tirer quelque chose. Donc quand il parle de partenariat, je pense en réalité qu'il y a une part de vérité là-dedans, qu'il a obtenu quelque chose de Trump que nous ne connaissons pas encore. Oui, j'ai eu la même pensée. Cela pourrait aussi être un soutien à une autre campagne militaire au Liban, pour que les États-Unis exigent et fassent pression sur le Hezbollah afin qu'il rende ses armes. Et je me souviens que lorsque Obama a signé le JCPOA, Israël a en quelque sorte été contraint de se calmer à ce sujet. Il a fourni, pour la première fois, les bombes GBU qu'Israël réclamait, censées servir à attaquer les sites nucléaires iraniens, mais ils n'auraient jamais pu le faire. C'était en réalité pour détruire des pâtés de maisons entiers à Gaza. Obama a fourni à Israël des GBU de 2000 livres, et même des bombes plus lourdes, pour les apaiser. Il a livré le plus grand lot d'armes et augmenté l'aide annuelle à, je crois, environ 4 milliards de dollars, simplement pour calmer Netanyahou afin qu'il ne le sabote pas, ou qui sait, ce qu'ils auraient pu lui faire d'autre. Cela me semblerait tout à fait logique. En même temps, Netanyahou subit une pression énorme pour briser le cessez-le-feu. Ben Gvir a appelé à sa rupture. Maintenant que les otages, les soi-disant otages, les captifs sont revenus, le Hamas a perdu une grande partie de son influence. Bezalel Smotrich est monté sur scène lors d'un événement nationaliste religieux, tenant un rouleau de la Torah et réclamant la colonisation juive de Gaza. Pour eux, ce n'est pas terminé. Et Netanyahou a déclaré explicitement en hébreu, car c'est souvent dans cette langue qu'il dit la vérité, bien qu'il n'accorde jamais d'entretien aux journalistes de langue hébraïque, que non seulement Trump, mais aussi Biden, lui avait donné toutes les armes nécessaires pour y retourner et rallumer la guerre si besoin. En ce qui concerne la guerre avec l'Iran, et cela reste flou pour moi, Israël ne peut pas se dégager d'un autre conflit avec l'Iran sans la participation directe des États-Unis. Trump aurait donc dû engager une implication américaine, une implication plus profonde, car ce serait une guerre plus violente et plus sanglante. Et maintenant, il y a des troupes américaines à Gaza, en pratique,
ou du moins dans et autour de Gaza. Il existe une base militaire américaine de facto où les États-Unis sont censés surveiller le cessez-le-feu. C'est très inhabituel. Les États-Unis avancent progressivement vers la Riviera de Gaza, c'est ainsi que je le perçois, sous couvert de surveiller et de faire respecter un cessez-le-feu, ce qui devrait être assuré par des troupes multinationales. Je ne sais pas si vous avez ces images. Ouais, eh bien, des images des troupes à... Donc ce sont des forces américaines à Gaza. Oui, donc Marco Rubio est envoyé comme le prochain babysitter dès que J.D. Vance part. Et Rubio est juste là. Souvenez-vous, il embrassait le mur, portant une kippa au mur. Une démonstration très inhabituelle. Et avant qu'on s'en rende compte, il est de retour. Et il est là pour gérer cette étrange force américaine de plusieurs centaines de soldats. Et le poste de commandement, pour cela, se trouve à l'intérieur d'Israël. Oui, ce n'est pas dans un État neutre, c'est littéralement à l'intérieur d'Israël, et c'est le centre de commandement de tout.